Non, je suis partie à mon tour de cette impossibilité de saisir d'emblée la thématique du Phèdre. On ne sait pas de quoi il est question, puisque en fait, il est à la fois question de l'amour, du beau, des formes, du langage, du rapport entre la rhétorique et la dialectique. Et en fait, pour moi, le Phèdre est un dialogue sur l'âme, mais c'est un dialogue très particulier puisque ce n'est pas, comme le Phédon, un livre qui d'emblée se dit comme un dialogue sur l'âme. Donc, la question du regard que j'évoquais tout à l'heure n'est pas vraiment la thématique du Phèdre. La thématique du Phèdre est l'âme. Que l'âme soit pourvue des facultés, oui, et que le regard joue un rôle important, comme je l'ai précisé tout à l'heure, oui, mais c'est pas, comment dire, on ne peut pas s'arrêter à la question de la visibilité qui est mise en place. Alors que si le Phèdre est véritablement, comme je le crois, un dialogue consacré à saisir l'âme, la force de ce dialogue, qui certes parle beaucoup de la visibilité des choses et met en scène un lieu visible et physique, en fait, est un dialogue qui travaille avec le mouvement et pas avec le regard. Le regard est soumis au mouvement. L'âme se définit par le mouvement. Nous avons dans le Phèdre cette célèbre démonstration par un syllogisme qui consiste à dire que l'âme est éternelle puisqu'elle est automotrice. Donc on a ces deux moyens de définir l'âme qui sont par le syllogisme, c'est la toute petite partie qui précède dans la palinodie de Socrate le grand développement du mythe, appelé mythe de Phèdre, au mythe de l'âme avec le char ailé. Si l'âme, ou l'ousia de l'âme, l'essence, le fondement de l'âme est la mobilité et l'automotricité, c'est bien par le mouvement qu'on va construire un dialogue sur l'âme. Et c'est ce que fait Platon dans le Phèdre. Il construit un dialogue sur le mouvement en conduisant ses acteurs et le lecteur de son texte à travers deux types de mouvements qui sont en permanence en lien l'un avec l'autre, qui se complètent, qui s'emboîtent l'un l'autre. Il y a un mouvement qui est le mouvement topique. Donc, il y a deux personnages qui commencent, qui marchent, qui cheminent, qui s'assient et qui ensuite parlent. C'est un mouvement qui commence par être un mouvement linéaire et qui change la linéarité de ce cheminement par un autre cheminement qui est le cheminement de la parole, au moment où ils vont s'asseoir et ils vont lire et parler. Ce mouvement est contrebalancé par un autre mouvement qui n'est pas un mouvement linéaire, mais c'est un mouvement paradoxal ou un mouvement de renversement en permanence de ce qui est en train de se passer. C'est donc un mouvement de retour sur soi. Comment on peut le définir? On peut le définir d'abord par le fait qu'il y a un renversement structurel entre le prologue et la palinodie. Les deux ont lieu dans un même lieu. Le prologue décrit le lieu, la palinodie renverse le lieu pour le remettre sur un autre plan qui est le plan du destin des âmes. Donc on a un destin de l'âme sensible et ce que est le destin de l'âme
en tant qu'âme immortelle. Le prologue et la palinodie sont donc construits sur un renversement, c'est ce que j'essaie de décrire à la fin du livre, dans un renversement topographique entre le lieu au bord de l'Ilissos et le lieu dans lequel arrivent les âmes au-dessus du ciel. Et c'est une construction en miroir, avec des rappels qui sont assez frappants. Bon, d'une part, donc ça c'est le renversement topique. Il est aussi soutenu par des retournements mythologiques. La palinodie est un retournement contre Homère. C'est la palinodie, c'est le sens même de la palinodie. Donc, un retournement contre Homère. Ensuite, dans la seconde partie, un retournement contre le mythe égyptien de l'invention de l'écriture, contre l'écriture. Donc, il y a des espèces de contrariétés, une contrariété de Homère, une contrariété de l'écriture par l'oralité, avec une défense de la mémoire. Ces espèces de mouvements contraires et de mouvements linéaires s'emboîtent. Non seulement il y a des renversements et des retournements, mais il y a quelque chose aussi qui est plus finement distillé à travers le texte. On a des redressements. Socrate va commencer par dire, quand il est la première fois question du mythe, qu'il doit redresser les figures, que ce qui font les sophistes et les rhéteurs, c'est-à-dire commencer à interpréter les chimères, Gorgone, Pégase et autres figures mythologiques, lui, il les voit comme des redressements. Ce redressement, c'est le redressement qu'on doit donner à la mythologie, au sens des figures mythologiques, un redressement éthique. C'est ce qu'il va faire ensuite quand il va redresser le discours de Lysias en faisant lui-même deux autres discours qui renversent la donne, si j'ose m'exprimer ainsi, du discours de Lysias. Donc, il y a des retournements, des redressements. Et il y a ensuite, quand on descend encore plus profondément dans les strates du texte, un choix qui est celui de se situer au lieu de frontière entre deux mondes. Donc, un lieu où se nouent deux mondes différents, ce lieu qui est au bord de l'Ilissos. Ce bord de l'Ilissos est en plus nommé, enfin le lieu précis où ils vont s'asseoir, comme le lieu du passage à gué. Un passage à gué veut dire une traversée qui reprend comment dire, la différence, enfin le lieu de rencontre entre deux mondes. Le monde qui vient d'Athènes, qui s'associe encore à Athènes dans la périphérie, et le monde du dehors, de l'autre côté. Le chemin, c'est le chemin qui va d'Athènes vers Agra et qui est emprunté par ceux qui suivent le rituel qui s'appelle les petits mystères, qui se situent à Agra, qui sont les mystères de Déméter et d'Artémise. Ce passage à gué est marqué par des éléments précis. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire une lecture mythologique et mythologisante. Le Phèdre est, comment dire, saturé de mythes et de figures mythologiques. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire il est question d'un mythe particulier ou d'une invention de rituel particulier. C'est de comprendre comment il articule la parole philosophique avec des données mythologiques qu'il renverse, qu'il retourne, qu'il reprend. Donc on peut parler, si vous voulez, très longuement, et ça me met toujours en joie de retrouver les directions, les éléments de ces mouvements. Donc on part de la proximité du temple de Zeus
vers le temple de Déméter qui est de l'autre côté de l'Ilissos, mais on s'arrête à côté d'un très modeste autel qui est un modèle garni de la tête cornue d'Achéloos et des nains et d'un lieu de sacrifice, l'autel de Borée. Donc, on est à mi-chemin entre la grande mythologie et les petits rituels. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les petits rituels, c'est que c'est ce lieu-là est le lieu qui se révèle être, si on le regarde avec vraiment le sens qui est donné au texte, qui se révèle être le lieu où on passe de l'adolescence à la maturité. Doriti a une oriti sur un autre plan, un plan divin, ou d'un rituel de fécondité, puisque la source d'Achéloos comporte un autel avec des statuettes et Socrate, qui sait voir, voit immédiatement les statues qui sont là et qui sont des ex-voto pour des rituels de fécondité. En plus, tous les éléments de décor qui sont là renvoient évidemment d'une part à l'affaire d'Oriti, donc au mythe du sacrifice de l'adolescence et de l'enfance pour un autre âge de l'humain, mais aussi à Adonis, mais aussi à Perséphone. Et donc, on peut comprendre que dans les rituels qui sont indiqués de façon très précise, parce qu'on peut cartographier du point de vue rituel et mythologique ce qui se passe, Platon se donnant en fait le soin de préciser date, heure, lieu de façon très précise, mais on peut comprendre que dans tout ce déploiement scénographique, ce qui est intéressant, c'est pas les mythes, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que Socrate réussit à faire, c'est-à-dire dégager de toute cette archéologie mythologique une théorie de l'âme. Quelle est cette théorie? C'est une théorie de l'âme éternelle, mais d'une âme éternelle qui vient dans le monde, qui conduit l'homme et qui ensuite, par les vertus qui sont celles que l'homme doit cultiver, reprendre son chemin éternel. Et donc, ce lieu où il s'arrête est vraiment à la frontière entre la vie et la mort. C'est pas du tout, en tout cas, ce côté locus amoenus, ce lieu bucolique est en fait un lieu au bord du Styx, est un lieu de la rencontre, de la frontière entre la vie et la mort, parce que ce qu'il s'agit de dire, c'est que l'âme transgresse la frontière et qu'elle est dans le renouvellement permanent entre la vie et la mort. Et donc, tout ce mouvement linéaire et tout ce mouvement de retournement, de redressement, en fait, est le mouvement de l'âme. En quoi cette théorie de l'âme est différente de celle du Timée et de celle du Phédon, c'est qu'elle correspond à une autre approche de la théorie de l'âme qui n'est pas dans la séparation entre l'intelligible et le sensible, dans cette rupture qu'on va ensuite retrouver dans toute la tradition néoplatonicienne de ce texte, mais elle est dans une continuité qui se renouvelle en permanence. Ça, je pense, que est véritablement la démarche socratique. Donc voilà, on peut revenir sur les interprétations néoplatoniciennes ou les interprétations épicuriennes, tout à fait différentes. Mais si ce texte, si ce dialogue platonicien a connu une postérité extraordinaire, ce n'est pas et vraiment a servi de lieu d'enseignement et comment on dirait, de plaisir en même temps, c'est au-delà de la simple palinodie et le char ailé qui peut correspondre quand on l'extrait du contexte
qui peut correspondre à l'idée d'une immortalité de l'âme. Voilà. Je crois qu'il en va aussi de l'activité philosophique